3 mois, zéro acier, et pourtant, un pont rouge surgit au Sahel, bâti de pneus fondus, posés par des mains locales patientes. Alors que tous les calculs annonçaient l'échec, des camions, des paysans et des enfants l'ont traversé avant même que les caméras étrangères n'arrivent, inversant l'ordre attendu. Que signifie pour vous ce renversement discret quand Ibrahim Traoré affirme qu'un pays peut bâtir avec ce que le monde jette sans attendre de sauveur ? Dans cette brèche très courte, une certitude se fissure lentement et une autre Afrique, plus autonome, apparaît en silence. Ce projet parti de pneus abandonnés s'impose comme une démonstration que la souveraineté peut naître d'une contrainte extrême et qu'un pays épuisé peut encore redéfinir sa trajectoire. La promesse centrale est claire, offrir une preuve tangible qu'un avenir autonome reste possible. Dans un Burkina Faso marqué par les crises économiques et politiques, l'enjeu dépasse la simple prouesse technique. Il s'agit de vérifier si une nation peut réellement bâtir à partir de ce que le monde considère comme inutile. Un pont construit sans financement étranger, soutenant camions, paysans et écoliers, agit comme un test grandeur nature, et c'est là que surgit la micro-hook. Si cela fonctionne une fois, que se passerait-il si le modèle s'étendait ? La question sous-jacente devient alors le véritable cœur du risque. L'échec ramènerait tout un pays au point de départ, tandis qu'une réussite ouvrirait une brèche durable dans la dépendance extérieure. Cette tension palpable et immédiate redéfinit les enjeux pour chaque observateur. 2 éléments ont bouleversé la perception initiale. Un pont en pneus recyclé sorti de terre en 3 mois et sa capacité prouvée à supporter le passage simultané de camions, d'agriculteurs et d'enfants avant même que les journalistes n'arrivent. Ces 2 faits, l'un sur la vitesse, l'autre sur l'usage réel, constituent la mini-Riville qui referme Kohoy au Péon. Ce pont dressé au-dessus de la rivière Tval n'était pourtant pas censé exister. Les projections techniques prévoyaient un échec, les matériaux étaient considérés comme inutilisables et le Burkina Faso traversait une période de fragilité économique. Pourtant, grâce à l'ingéniosité locale et à une mobilisation collective, ce qui ressemblait à un pari hasardeux est devenu une structure robuste, portée par des pneus fondus et modulés. Dans ce décor marqué par les crises, la démarche d'Ibrahim Traoré s'est imposée comme une tentative de réinventer la manière même de construire. Au lieu d'importer du béton et de dépendre des bailleurs internationaux, il a encouragé ses ingénieurs à transformer ce qui semblait être des déchets en matériaux d'avenir. Chaque pneu collecté symbolisait la possibilité d'un renversement. Si quelque chose que le monde rejette peut devenir infrastructure, alors une nation peut remodeler sa trajectoire avec ses propres forces. La scène autour du pont a rapidement confirmé cette dynamique. Les habitants des zones rurales ont pu franchir la rivière en pleine saison des pluies, les commerçantes ont réduit leur temps de trajet et les enfants ont atteint l'école sans être bloqués par les crues. L'amélioration immédiate des déplacements a consolidé la confiance dans ce modèle artisanal devenu une prouesse d'ingénierie locale. La perception internationale a elle aussi évolué. Le Burkina Faso, souvent décrit à travers ses crises, se trouvait désormais associé à une innovation inattendue. Ce changement brusque de narratif, né d'un ouvrage simple, a ouvert une question plus profonde. Qu'arriverait-il si cette méthode se déployait à grande échelle ? Dans les semaines qui ont suivi l'ouverture du pont, les premiers récits venus du terrain ont servi de fil conducteur pour comprendre l'ampleur réelle du changement. Les ingénieurs locaux racontent comment, sous la chaleur implacable du Sahel, ils ont fondu les pneus pour créer des dalles modulaires, ajustant chaque pièce à la main, parfois de nuit, pour éviter que le caoutchouc ne se solidifie trop vite. Leur témoignage met en lumière une réalité simple. Sans technologie importée, le chantier a avancé grâce à une coordination minutieuse et une expertise forgée sur place. Un premier microcase est apparu à Dapelgo, où les agriculteurs ont pu rejoindre le marché en pleine saison des pluies pour la première fois en plusieurs années. Là où les crues rendaient la traversée imprévisible, le pont a offert un passage continu permettant aux récoltes de ne plus pourrir en attente mais de transport. Cette amélioration immédiate a rapidement circulé parmi les villages voisins. Un second microcase s'est formé dans une petite école en amont de la rivière. Les enseignants ont observé que les enfants arrivaient désormais à l'heure, même après de fortes averses.
L'infrastructure ne se contentait plus d'être une prouesse technique, elle modifiait les rythmes quotidiens et consolidait un sentiment de continuité qui manquait depuis longtemps. Ces retours du terrain ont transformé les doutes initiaux en une forme de certitude progressive. Un modèle fondé sur les ressources locales peut réellement déplacer les lignes. Et au cœur de cette dynamique, l'approche d'Ibrahim Traoré trouve un écho plus large, car elle relie l'ingéniosité populaire à une ambition collective. La question devient simple, jusqu'où peut aller ce modèle ? L'activation du modèle s'est produite d'un geste bref mais décisif. Ibrahim Traoré a demandé à ses ingénieurs de collecter des pneus abandonnés pour tenter ce que beaucoup considéraient comme un pari absurde. À ce moment précis, rien n'indiquait qu'un pont pourrait tenir sous la pression du trafic, encore moins qu'il deviendrait un symbole politique. Pourtant, l'ordre a circulé rapidement dans les districts. Rassembler les pneus, établir des points de fusion, organiser des équipes capables de travailler jour et nuit. La mécanique d'ensemble s'est enclenchée sans que personne ne sache réellement jusqu'où elle mènerait. Dès les premiers jours, les équipes ont fondu, moulé, découpé. Le caoutchouc chauffait sous le soleil du Sahel, rendant chaque étape plus hasardeuse. Les ouvriers travaillaient avec un mélange d'audace et de doute, ajustant leurs gestes pour éviter que les modules ne se fissurent. C'est dans ce chaos maîtrisé que la dynamique a changé. L'activation n'était plus un simple ordre, mais le début d'une logique collective structurée autour d'un objectif clair, dresser un pont là où personne n'osait en promettre un. Le haut de la courbe, la phase de Cao-Trao, s'est produit au moment où les premiers blocs modulaires ont été posés sur la rivière Tval. Le courant était fort, les berges instables, et le moindre défaut de structure aurait pu balayer des semaines de travail. Pourtant, les modules ont tenu. Les ouvriers ont avancé, pièce après pièce. Sous les critiques extérieures et les rires étouffés de certains observateurs internationaux, le chantier continuait avec une intensité croissante. Le moteur du projet n'était plus seulement technique, il devenait psychologique. L'idée que quelque chose de viable puisse émerger à partir de déchets réveillait une énergie nouvelle parmi les équipes. Puis est venu l'instant de bascule. Les premiers camions ont traversé le pont sans vaciller. Ce moment précis a gelé tous les scepticismes. Les habitants des villages voisins se sont arrêtés pour regarder la scène, presque incrédules. Le passage simultané de véhicules, de commerçantes et d'enfants a fait office de validation complète. C'était la preuve matérielle que le pont n'était ni un symbole fragile, ni une utopie mal ficelée. Il fonctionnait, simplement. La Duchamp, elle, s'est propagée à une vitesse que personne n'avait anticipée, une onde lente mais profonde. Les marchés régionaux se sont réorganisés autour de ce nouveau point de passage. Les transports agricoles ont gagné en stabilité. Les commerçantes ont modifié leurs circuits pour profiter des nouvelles opportunités. Les écoles ont ajusté leurs horaires, désormais moins dépendants des caprices de la saison des pluies. L'impact, d'abord local, a rapidement débordé vers d'autres provinces. Les autorités ont commencé à envisager la duplication du modèle, puis à ouvrir des discussions techniques avec les ingénieurs locaux. Et pendant que ce mouvement se diffusait, la figure d'Ibrahim Traoré gagnait une nouvelle densité. Non plus seulement celle d'un président audacieux, mais celle d'un homme ayant déclenché un changement organique dont personne ne maîtrisait encore l'ampleur. En partant d'un coût de construction traditionnel et en observant un écart de 70% grâce aux matériaux recyclés, le projet a révélé un changement net entre ce qui aurait dû être dépensé et ce qui a réellement été nécessaire. Cette différence massive souligne à quel point la logique d'importation pèse sur les budgets nationaux et combien une matière considérée comme un rebut peut renverser une équation financière entière. Le premier chiffre CLEF, ces 70% économisés, n'est pas qu'une statistique. Il représente une marge de manœuvre nouvelle pour un État où chaque investissement compte. Ce gain financier, confirmé par le ministère des Travaux publics, montre que la réduction drastique des coûts dépend essentiellement de la capacité à transformer les ressources locales. Le second chiffre CLEF, une hausse de 25% du trafic commercial dans la région en 6 mois, donne une lecture concrète de la valeur du pont. Il ne s'agit pas seulement d'un flux grandissant, mais de la disparition progressive des isolations saisonnières qui freinaient la circulation. Cette augmentation traduit la fluidité retrouvée d'un réseau qui avait longtemps été fragmenté. Le troisième chiffre CLEF
Près de 3000 emplois créés en 8 mois révèlent un effet domino essentiel. Il dépasse la simple création d'activités. Il ancre une économie de proximité fondée sur la main-d'œuvre locale plutôt que sur des compétences importées. Cette dynamique marque un retour visible de la valeur du travail local. Ces 3 mesures, mises côte à côte, forment une grille lisible. L'économie s'est allégée, la mobilité s'est renforcée et l'emploi s'est densifié. Chaque indicateur, pris isolément, témoigne d'une progression notable, mais leur combinaison raconte autre chose. Un modèle qui déplace son centre de gravité vers l'intérieur plutôt que vers l'extérieur. Le delta financier change le rapport du pays à la dette. Le delta de trafic redessine les circuits commerciaux régionaux. Le delta d'emploi renforce les communautés rurales et stabilise les familles dont les revenus dépendaient jusque-là de l'aléatoire saisonnier. Ces données expliquent pourquoi le modèle intrigue autant qu'il divise. Car si ce pont en pneus recyclé fonctionne avec une telle efficacité, la question devient inévitable. Et si cette méthode n'était pas l'exception, mais le début d'une logique plus large. L'idée qu'un pays appauvri puisse obtenir des résultats mesurables sans capitaux étrangers dérange un ordre établi dans lequel la modernisation africaine dépend traditionnellement des bailleurs internationaux. C'est ici qu'intervient la dimension stratégique de la démarche initiée par Ibrahim Traoré. Le projet démontre qu'une infrastructure peut être performante tout en étant radicalement locale, qu'un tissu économique peut se densifier sans apport massif extérieur, et qu'une population peut devenir actrice de sa propre transformation. La phase quantitative ne raconte donc pas seulement une histoire de chiffres, mais une transition complète dans la manière d'articuler l'économie, la mobilité et le travail au Burkina Faso. Elle propose une démonstration nette. Ce modèle n'économise pas seulement de l'argent, il redistribue la capacité d'agir. 2 visions s'opposent frontalement depuis l'émergence du modèle burkinabé. La première, portée par plusieurs économistes étrangers, défend l'idée qu'un pays ne peut se développer durablement sans investissement massif venu de l'extérieur. Selon eux, l'autosuffisance serait une illusion dangereuse. Sans transfert technologique, sans capitaux internationaux et sans infrastructures standardisées, un modèle fondé sur des matériaux recyclés risquerait de se heurter tôt ou tard à ses propres limites, notamment face aux besoins croissants d'un pays jeune et en expansion. Cette position estime que la modernisation africaine dépend encore, pour longtemps, d'un soutien financier extérieur constant. La seconde vision, au contraire, s'appuie sur les ingénieurs locaux, les entrepreneurs et une partie de la jeunesse africaine qui voit dans le projet une rupture nécessaire. Pour eux, l'idée que l'Afrique doive attendre des aides extérieures pour avancer appartient désormais au passé. Le pont né de pneus fondus, devenu un symbole national, prouve selon eux que l'innovation peut émerger de ressources que le monde considère comme marginales. Le fait même qu'un ouvrage fonctionnel, durable et utile à des milliers de personnes ait été construit en 3 mois, sans béton importé ni financement international, montre que des alternatives crédibles existent. Cette vision valorise la créativité locale et la maîtrise des savoir-faire internes. La réfutation se nourrit des données observées depuis la mise en service du premier pont. Si l'on compare les 2 thèses, une évidence se dégage. Le modèle burkinabé n'a pas seulement résisté aux contraintes techniques, il a généré des résultats mesurables, baisse de 70% des coûts, hausse de 25% du trafic régional, création de 3000 emplois en 8 mois. Ces éléments ne remplacent pas une stratégie nationale complète, mais ils contestent directement l'hypothèse d'impossibilité avancée par les sceptiques. Le débat ne se résume donc plus à un affrontement idéologique. Il s'appuie sur un test réel, observable, que les faits ont pour l'instant validé. Un pivot silencieux surgit, car derrière l'apparente continuité du chantier, un basculement discret s'est produit lorsque les autorités locales ont constaté que le modèle pouvait être répliqué sans augmenter les charges budgétaires. Ce n'était plus seulement un pont isolé, mais la première pièce d'un réseau possible, pensé pour relier des zones longtemps fragmentées par les crues saisonnières. La dynamique a changé de nature. On ne testait plus une idée, on observait la naissance potentielle d'un système national. Ce glissement a pris forme lorsqu'une deuxième province a lancé, de manière presque spontanée, son propre chantier en pneus recyclés. Les équipes,
déjà formés par la première expérience, ont réduit le temps de préparation et de fusion des matériaux, créant une sorte d'effet de reproduction accélérée. Cette réactivité, inattendue pour beaucoup d'observateurs, a transformé un prototype en modèle naissant. À ce moment-là, le rôle d'Ibrahim Traoré est devenu plus visible, non pour imposer une direction verticale, mais pour valider politiquement un mouvement déjà engagé sur le terrain. L'expansion n'était pas décrétée, elle émergeait. La question implicite devenait alors inévitable. Si le système se consolide, combien de régions pourraient changer de visage en quelques années ? L'impact réel du modèle s'est manifesté d'abord sur les niveaux de vie des populations NN. Dans les zones rurales traversées par les nouveaux ponts, les familles ont vu les temps de trajet diminuer et les risques liés aux crues saisonnières reculer nettement. Les commerçantes ont pu rejoindre les marchés sans interruption, ce qui a stabilisé leurs revenus et réduit les pertes liées aux aléas climatiques. Cette amélioration directe du quotidien a renforcé le sentiment d'autonomie au sein des communautés, qui se sont mises à envisager de nouveaux projets locaux. Du côté des dynamiques économiques DN, l'effet a été tout aussi rapide. Les transports agricoles sont devenus plus réguliers, permettant aux récoltes d'arriver en temps voulu sur les marchés régionaux. La baisse du coût logistique a rendu les produits plus compétitifs et a encouragé l'expansion de petits commerces qui auparavant ne pouvaient pas absorber les pertes liées au retard. Les marchés se sont réorganisés autour de ces nouveaux points de passage, créant un tissu économique plus dense et plus stable. Les niveaux de développement social, ND, ont eux aussi changé d'échelle. Les écoles ont constaté une hausse notable de l'assiduité, car les élèves n'étaient plus bloqués par les crues. Les services de secours ont réduit leur temps d'intervention. Profitant de l'accessibilité continue offerte par les ponts, les familles ont bénéficié d'un cadre plus sûr, en particulier pendant les saisons où les traversées de rivières pouvaient autrefois s'avérer mortelles. Cette évolution sociale tangible a renforcé la légitimité du modèle au sein des communautés. Enfin, sur le plan de la Ketnoevung KV, la transformation a été déterminante. Le Burkina Faso, longtemps freiné par la fragmentation de ses axes ruraux, a vu se dessiner une circulation plus fluide entre ces provinces. Les échanges interrégionaux se sont intensifiés, ouvrant la voie à de nouvelles opportunités commerciales et à une meilleure intégration des zones enclavées. Cette reconfiguration du réseau intérieur a produit un effet de levier géographique. Chaque pont élargissait la portée du suivant. Ces 4 dynamiques combinées ont modifié la perception générale du pays. Là où dominait auparavant l'idée d'un territoire dépendant des décisions extérieures, l'initiative lancée sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré a démontré qu'une stratégie ancrée dans les ressources locales pouvait produire des effets multiples, cohérents et mesurables. Le modèle n'a pas seulement relevé le niveau des infrastructures, il a redonné un cadre d'action à des milliers de personnes qui jusque-là subissaient davantage qu'elles ne construisaient. L'impact réel de ce mouvement est donc celui d'un pays qui se redéfinit depuis sa base à partir d'une structure aussi inattendue qu'efficace. Les mois à venir ouvriront 3 trajectoires possibles pour ce modèle fondé sur les ressources locales, chacune reflétant un degré différent de stabilité politique, d'adoption régionale et de capacité à maintenir l'élan initial. En ce qui concerne scénario de base. Dans cette projection, le Burkina Faso poursuit la construction et l'entretien de ses ponts en utilisant principalement des matériaux recyclés et des financements nationaux. Le rythme reste maîtrisé. Quelques provinces supplémentaires adoptent le modèle, sans accélération spectaculaire, mais avec une constance qui stabilise les coûts de transport. Les échanges commerciaux entre régions deviennent plus fluides, et les communautés rurales bénéficient progressivement d'un meilleur accès aux marchés et aux services essentiels. Toutefois, l'instabilité interne ou la résistance au changement pourrait ralentir l'expansion, limitant l'impact à un périmètre régional. En ce qui concerne scénario optimistique. Dans cette version, le succès du modèle lancé sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré inspire d'autres pays du Sahel à expérimenter les infrastructures en matériaux recyclés. La coopération régionale s'intensifie, permettant la circulation de compétences et le partage de procédés techniques. Cette dynamique ouvre une nouvelle phase de croissance interne pour le Burkina Faso.
Les investissements africains augmentent, les entreprises locales se développent autour de la transformation de ressources recyclées, et le pays devient un pôle important dans la construction d'infrastructures durables adaptées au climat du Sahel. Une véritable révolution verte commence à émerger à l'échelle régionale. En ce qui concerne scénarios de tension worst, des crises politiques soudaines, des épisodes climatiques extrêmes ou un regain d'insécurité pourraient briser cet élan. Dans ce cas, le modèle ferait face à deux limites: la saturation potentielle des matériaux locaux dans certaines zones et l'incapacité à garantir la construction et la maintenance à long terme. La pression extérieure pourrait alors reprendre le dessus, ramenant le pays vers une dépendance accrue aux financements étrangers et réduisant la portée du modèle actuel. À travers ces trois scénarios, une recommandation s'impose: penser en termes de résilience plutôt qu'en termes de vitesse. Le modèle n'a jamais reposé sur la perfection technique, mais sur la cohérence d'un processus capable de s'adapter aux crises tout en valorisant les ressources internes. Pour comprendre comment ce modèle touche réellement le public, il faut observer trois groupes distincts dont les réactions traduisent la portée sociale du projet. Le premier groupe rassemble celles et ceux qui vivent au quotidien autour des nouvelles infrastructures. Familles rurales, commerçantes, agriculteurs, élèves. Pour eux, l'impact est immédiat. Les trajets deviennent plus sûrs, les marchés plus accessibles, les revenus plus réguliers. Leur rapport au territoire change car ils ne dépendent plus des crues pour organiser leur vie quotidienne. Une suggestion simple émerge pour ce groupe: continuer à documenter les améliorations locales afin de renforcer l'appui communautaire autour du modèle. Le deuxième groupe est constitué des jeunes urbains, des étudiants et des entrepreneurs, qui suivent de près les transformations économiques. Ils voient dans le pont et ses répliques un signal. Le développement peut venir de solutions locales, créatives et peu coûteuses. Ce groupe, souvent connecté et attentif aux innovations africaines, perçoit le projet comme une forme de preuve qu'il existe des alternatives crédibles au modèle d'importation systématique. Pour eux, une piste d'action consiste à initier des micro-projets inspirés de cette logique, même à petite échelle. Le troisième groupe réunit les leaders politiques, les décideurs administratifs et les analystes qui mesurent l'effet macro du changement. Leur intérêt est d'évaluer si cette approche, née d'un geste audacieux d'Ibrahim Traoré, peut devenir une politique publique structurante. Ils observent les gains de mobilité, les coûts réduits et les emplois créés pour déterminer si le modèle peut être institutionnalisé. Leurs efforts pourraient se tourner vers la création de cadres juridiques facilitant les initiatives locales. Ainsi, le projet touche chacun différemment, mais révèle une même question: comment amplifier une dynamique déjà en marche sans la dénaturer? Pour que le modèle initié par Ibrahim Traoré puisse se déployer durablement, il doit s'appuyer sur une feuille de route claire, structurée autour d'actions mesurables et compatibles avec les capacités locales. Étape 1. Former massivement. Acteurs, ingénieurs locaux, centres techniques provinciaux. Action: mettre en place un programme de formation continue dédié à la transformation et au moulage des pneus recyclés. Quand? Dès les prochains cycles annuels de planification publique. Mesure: nombre de techniciens certifiés et taux d'emploi local dans les chantiers régionaux. Étape 2. Accroître la production de matériaux. Acteurs, ateliers communautaires, entreprises locales. Action: développer des unités de fusion et de traitement des pneus pour soutenir la construction simultanée dans plusieurs provinces. Quand? Au fur et à mesure de l'apparition de nouveaux chantiers. Mesure: tonnage de matériaux recyclés, transformés chaque trimestre. Étape 3. Sécuriser un cadre réglementaire. Acteurs, autorités publiques, juristes, administration territoriale. Action: créer des incitations fiscales, formaliser des partenariats publics-privés et établir des normes adaptées aux infrastructures recyclées. Quand? Dans le cycle législatif en cours. Mesure: nombre de textes adoptés et montant des financements locaux engagés. Étape 4. Exporter le modèle. Acteurs, gouvernement du Sahel, organismes régionaux. Action: proposer des projets pilotes dans les pays voisins pour tester la reproductibilité du modèle. Quand? Après consolidation nationale. Mesure: nombre de chantiers transnationaux lancés et accords techniques signés. Étape 5. Évaluer en continu. Acteurs, universités locales, institutions africaines.
Action: mettre en place un système d'audit annuel de durabilité, de rentabilité et d'impact social. Mesures, rapports annuels publiés et ajustements appliqués. Cette feuille de route transforme une idée en mécanisme durable. Les scènes observées au début du projet, les ouvriers fondant les pneus sous la chaleur sèche du Sahel, les agriculteurs traversant enfin la rivière sans attendre la décrue, les enfants rejoignant l'école malgré les averses, reviennent comme un fil discret qui relie l'ensemble du modèle. Ces témoins de terrain, présents dès les premiers jours sur les berges de la Tval, ont incarné ce que les discours officiels ne pouvaient pas toujours formuler. Un pays peut se relever par la somme de ces gestes simples. Au fil des mois, cette même énergie a continué de réapparaître, parfois dans une école, parfois dans un marché, parfois dans un petit atelier de fusion improvisé. Elle a donné une cohérence inattendue à un processus qui aurait pu n'être qu'une expérimentation marginale. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, ces gestes du quotidien ont été reconnus comme le cœur d'une stratégie durable, non comme de simples anecdotes locales. Le retour du motif n'est donc pas un effet narratif. Il rappelle que les grandes transformations commencent toujours au ras du sol, là où les communautés façonnent leur propre avenir. La cohérence peut dépasser la force. Au moment où ces ponts redessinent les trajectoires du Burkina Faso, une autre dimension apparaît, celle d'une responsabilité partagée. Chaque pneu fondu, chaque dalle modulée, chaque traversée rend possible une forme d'autonomie qui dépasse la technique. Ce modèle, né d'une contrainte locale, devient une invitation adressée à tous ceux qui observent l'évolution du continent. Réfléchir à ce que l'on peut créer avec ce que l'on possède déjà. L'histoire initiée ici n'appartient pas seulement aux ingénieurs, aux commerçantes ou aux élèves qui en bénéficient directement. Elle interroge les citoyens, les décideurs, les créateurs, chacun à son échelle. Car si une infrastructure née de matériaux rejetés peut transformer une région entière, alors que reste-t-il à inventer pour renforcer les communautés qui vous entourent ? À vous maintenant, quel rôle souhaitez-vous jouer dans cette dynamique qui continue de prendre forme ? Quelles idées locales mériteraient d'être soutenues, discutées, mises à l'épreuve ? Le modèle burkinabé montre qu'une transformation profonde peut commencer par un geste simple. À vous d'ouvrir la discussion.